BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Franck Rister, le retour au commerce extérieur. Bonsoir Franck Rister. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes désormais de nouveau, mais vous avez élargi votre champ de compétences puisque vous êtes ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, ça tombe bien. Il y a un sondage, il y a une enquête qui a été faite par l'AmCham, l'American Chamber, sur le regard des Américains sur la France. On en dira un mot. Vous êtes aussi ministre de la francophonie et des Français de l'étranger. Beaucoup de questions à vous poser. Demain, vous allez au salon de l'agriculture, peut-être pour expliquer pourquoi les accords internationaux, c'est quelque chose de formidable et qui profite à l'agriculture française. À mon avis, vous aurez peut-être un petit peu de mal à les convaincre, mais on va en parler. D'abord, une question sur le Qatar. Hier, donc, visite d'État, première visite en 15 ans du cheikh Al-Thani, de l'émir Al-Thani, pardon. Il a annoncé 10 milliards investis dans la France, dans l'économie française. Quelques gros secteurs ont été définis comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur ces 10 milliards ? D'abord, c'est une annonce très importante, 10 milliards d'investissements d'ici à 2030 par le Qatar, dans le cadre notamment du plan France 2030 pour réindustrialiser le pays et décarboner le pays, en investissant notamment dans des secteurs d'avenir. Et puis, c'est la démonstration des bonnes relations entre le Qatar et la France. Il y a des exportations et des échanges commerciaux qui sont presque à 3 milliards d'euros en 2023. Beaucoup d'entreprises françaises qui vont au Qatar, qui exportent au Qatar, et des investissements qu'on souhaite plus nombreux du Qatar en France pour accompagner la décarbonation de notre économie et la réindustrialisation. Les secteurs d'activité, vraisemblablement, c'est autour du secteur électronique, autour du secteur de l'énergie, autour de tout ce qu'on fait en matière d'intelligence artificielle, de calcul quantique. Vous savez que la France est leader avec les États-Unis sur l'intelligence artificielle. C'est un des grands champs d'investissement pour l'avenir, une priorité pour notre pays, et si on peut être accompagné par un certain nombre de pays dont le Qatar, c'est une très bonne chose. Oui, mais justement, la question était de savoir, est-ce que, j'en profite pour dire que Bruno Bonnell, justement, qui porte France 2030, sera mon invité la semaine prochaine, ça tombe bien. Ça sera les investissements directs dans des entreprises ou via des véhicules ? Dans les deux, il y aura à la fois des investissements communs dans des fonds avec BPI ou avec d'autres fonds comme Ardian, Tikeo et autres, ou alors directement dans le capital des entreprises. D'accord, donc ça c'est pour quand ? D'ici à 2030, et donc c'est pas 10 milliards d'un seul coup versé là. Non, c'est pas on fait un chèque pour tel truc. C'est un engagement d'investir 10 milliards d'euros en France dans les projets qui sont des projets prioritaires de la France, mais aussi du Qatar. Franck Rister, demain, donc vous allez au salon de l'agriculture. Demain, il y aura beaucoup de monde. Je crois il y aura Édouard Philippe. Oui, je crois. Votre ami Édouard Philippe. Il y aura l'ancienne première ministre Elisabeth Borne. A priori. C'est devenu quand même un peu un cirque, pour reprendre l'expression de Gabriel Attal, le salon de l'agriculture. Samedi, c'était compliqué, mais depuis, objectivement, les échanges sont nombreux. C'est bien que les responsables politiques aillent à la rencontre, à cette occasion, des agriculteurs, des acteurs de l'agriculture. Il ne faut pas qu'ils le fassent que à ce moment-là, mais à ce moment-là, c'est aussi un moment particulier. Moi, je vais passer la journée, rencontrer à peu près toutes les organisations professionnelles, toutes les filières. Je crois que c'est important, notamment parce que l'agriculture, en tant que ministre du Commerce extérieur, est un des grands fleurons à l'international. 82 milliards d'euros d'exportation et un excédent dans la balance commerciale de plus de 6 milliards d'euros. Oui, il faut mieux le souligner parce que c'est vrai que ça n'existe pas beaucoup. Troisième pilier, l'exportation. Juste avant, un petit commentaire, puisque vient de sortir là à l'instant un sondage ELAB pour nos confrères de BFM TV. Mobilisation des agriculteurs, toujours très largement approuvée par l'opinion publique, par les Français, 83%. La réponse du gouvernement, toujours jugée insuffisante, 53%. Même si ça va dans le bon sens. Vous pensez que vous pouvez aller plus loin ? Le gouvernement peut aller plus loin, où il y a un moment, vous ne pouvez pas tout lâcher.
Mais il ne s'agit pas de lâcher, il s'agit de travailler avec le monde agricole pour permettre de relever les défis auxquels il est confronté, accompagner ceux qui sont le plus en difficulté, et puis relever les défis de demain autour de la souveraineté alimentaire, autour de la protection des agriculteurs, mais aussi de nos compatriotes et de protection de la nature, et puis enfin sur le renouvellement des générations. Je crois que le président de la République samedi, le Premier ministre hier ont bien démontré à quel point le gouvernement dans son ensemble, et Marc Fesneau et Agnès Pannier-Runacher sont très mobilisés aussi, ainsi que tous les membres du gouvernement qui ont une action ou un lien avec l'agriculture, pour dire on est là à votre écoute, à vos côtés, pour relever les défis de votre secteur d'activité si important dans notre souveraineté. Oui, mais le gouvernement a déjà beaucoup donné, si vous préférez, vous avez raison, peut-être un meilleur mot, mais il y a aussi des revendications, ça y est, qui ont été largement entendues, on voit bien. Est-ce que ça peut continuer jusqu'où? Parce qu'après, vous allez avoir tout le secteur du BTP aussi qui est en train d'être confronté à une crise du logement absolument sans précédent. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres secteurs aussi qui sont en grande difficulté. Il y a des choses qu'on peut régler rapidement, des choses qui vont prendre du temps à être réglées. Ce qui compte, c'est se donner une méthode. C'est la méthode qu'a bien précisé le président de la République et le Premier ministre. Il y aura un rendez-vous à l'Élysée dans 3 semaines pour faire un point d'étape sur tous les chantiers qui ont été lancés. Et puis, bien sûr, sur le temps long, le Premier ministre fera un point tous les mois avec les principaux acteurs de cette transformation de l'agriculture pour lui permettre à la fois, encore une fois, de s'inscrire dans l'avenir, de renouveler les agriculteurs, d'assurer la souveraineté alimentaire de notre pays et de permettre de faire tout ça en protégeant les agriculteurs, les acteurs eux-mêmes de ce secteur, les Français et la nature. Une question à l'ancien ministre chargé des relations avec le Parlement, puisqu'il y a une loi d'orientation agricole qui va être présentée bientôt. En tous les cas, c'est ce que nous disait hier soir Agnès Pannier-Runacher. Elle peut passer 149.3, vous pensez? Est-ce qu'il y aura une majorité pour voter pour cette loi d'orientation agricole? C'est ce qu'on souhaite. Chacun sera devant ses responsabilités. Mais chacun sera devant ses responsabilités. Comme chacun sera devant ses responsabilités lors du vote du projet de loi de ratification de l'accord du CETA avec le Canada, qui sera à l'ordre du jour du Sénat le 21 mars prochain. Est-ce que oui ou non, les sénateurs vont voter un accord commercial qui permet à la France, en 5 ans de sa mise en œuvre provisoire, de voir ses excédents commerciaux augmenter nettement, des exportations augmenter de plus de 33% en 5 ans, et y compris dans le secteur agroalimentaire et agricole. Je vous donne un chiffre, plus 60% d'exportation des vins et spiritueux, des fromages, et plus quasiment 50% des vins et spiritueux en 5 ans au Canada, parce que c'est un bon accord. Et donc quand j'entends certains dire qu'il faudrait que la France se referme sur elle-même... Mais non, c'est pas... Non mais si, écoutez-moi... Il y a 2 poids 2 mesures. Mais non, il n'y a pas 2 poids 2 mesures. La viande. Mais non, mais écoutez-moi, la France est un grand pays exportateur. 2 tiers des calories produites en France sont exportées. Nous avons besoin d'exportation. Et les accords commerciaux sont pas en soi l'alpha et l'oméga, mais sont pas aussi en soi à rejeter. Ça dépend de l'accord et de sa capacité. Et notre capacité la France va signer le CETA. Et notre capacité à les contrôler. La France a signé le CETA et maintenant il faut le ratifier par le Parlement français. Il y a eu un vote positif à l'Assemblée nationale en 2019. Il faut maintenant que le Sénat le vote. Ce texte de ratification, c'est important parce que nous avons un accord qui nous... parlementaire communiste, évidemment, qui dit qu'il faut surtout pas le voter. Qui est bénéficiaire pour nos agriculteurs, bénéficiaire pour nos industries. Finalement, voter contre le CETA, ça serait voter contre nos agriculteurs. Sur la filière bovine dont vous parliez, c'est 51 tonnes de bovins qui ont été exportés du Canada vers la France. C'est quasiment rien du tout en 2023. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact négatif sur les filières sur lesquelles on a toujours, avec juste raison, un regard tout particulier parce que ce sont des filières sensibles dans la compétition internationale. Et donc, nous devons soutenir un accord qui est bon pour nos agriculteurs et en même temps ne pas lâcher sur ce qu'est notre volonté, c'est que notre commerce européen soit moins naïf, qu'on impose à un certain nombre de producteurs à l'étranger des mesures miroirs, c'est-à-dire des obligations de production similaires à ce que nous imposons aux nôtres. Oui, mais j'ai écouté le président de la République nous expliquer que les grands accords internationaux, il fallait plus du tout qu'ils soient ceux qu'on avait déjà signés, que le Mercosur, il fallait pas le signer c'était... Vous n'avez pas entendu bien le président de la République. Il a dit qu'il fallait soutenir le CETA, que c'était un bon accord, mais qu'en revanche, il y a un accord qui, dans la négociation, est moins bon.
nettement moins bon, qui est l'accord du Mercosur, et qu'on ne veut pas signer en l'état, bien sûr. Parce qu'un accord en soi, c'est un cadre d'échange particulier. S'il n'y a pas d'accord commercial, pour autant, les échanges continuent. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord avec le Mercosur, d'accord commercial, d'accord de libre-échange avec le Mercosur. Pour autant, il y a des échanges avec le Mercosur. Simplement, l'avantage d'un accord commercial, c'est que ça encadre les relations. Ça permet de bien préciser quels sont les engagements des uns et des autres. Encore faut-il qu'ils soient bien négociés. Le Mercosur, pour l'instant, il ne nous satisfait pas. L'accord CETA nous satisfaisait. Et c'était en 2019, le climat a bien changé. Oui, mais on a vu les résultats de sa mise en œuvre provisoire, qui sont des résultats ultra bénéficiaires pour l'économie française dans son ensemble, avec une balance commerciale en fort excédent et en forte augmentation avec le Canada, et notamment dans le secteur agroalimentaire et agricole. Juste un point, si jamais demain, le 21 mars, le Sénat ne ratifie pas le CETA. Ne vote pas le projet de loi de ratification. Voilà, je simplifiais. Qu'est-ce qui se passe Ça repasse à l'Assemblée nationale. Et vous pensez que ça passera? On verra. Mais vous savez, c'est très important. Pas évident, c'est pas évident. On verra bien. Mais toujours est-il que avant, ça va pas être évident. Le climat est très différent. Attendez, moi, il y a le vote au Sénat. Je pense qu'on peut, en responsabilité, prendre des choix quand on est un parlementaire qui sont bons pour notre économie. Bon pour les acteurs économiques, bon pour nos agriculteurs. Il faut expliquer aux producteurs de fromage qui voient leur exportation augmenter de 60% au Canada qu'il faudrait revenir sur les avantages qu'ils ont eus en termes d'exportation vers le Canada. Il faut expliquer pourquoi les indications géographiques protégées, les fameuses AOP, vous savez, de fromage bien connues en France, ne pourraient plus être protégées. Le lait, la France était vraiment... Le lait, et ensuite il est transformé. Ce sont les produits laitiers. Les produits laitiers, on est très excédentaire en exportation. On exporte beaucoup plus que ce qu'on importe. Est-ce qu'on va fermer nos frontières ou est-ce qu'on va continuer d'accompagner celles et ceux qui produisent du lait à pouvoir trouver des débouchés à travers les produits laitiers? C'est ça qu'il faut dire aux Français et l'expliquer. Le commerce international est nécessaire pour l'agriculture, nécessaire pour que nous ayons un pays souverain en matière alimentaire. C'est ce que vous allez expliquer demain au Salon de l'agriculture. Mais bien sûr. Vous pensez que vous allez être entendu? Mais les agriculteurs le savent très bien. En revanche... Certains, les vins et spiritueux, vous l'avez dit, les céréaliers, pas tout le monde. Mais alors après, il y a certaines filières qui ont besoin d'être davantage accompagnées que d'autres, mais c'est parfois pas le commerce, je dirais, à l'extérieur de l'Union européenne, c'est parfois le commerce à l'intérieur de l'Union européenne. C'est par exemple ce qu'a proposé le président de la République, de dire, écoutez, sur un certain nombre de normes environnementales, d'utilisation de produits phytosanitaires par exemple, regardons ceux auxquels vous avez le droit en France, ceux auxquels d'autres pays européens ont le droit, et essayons d'harmoniser tout ça, pour pas que vous soyez en situation de concurrence déloyale. En fait, le commerce international, c'est bon, à condition qu'il y ait la concurrence loyale. Et donc, regardons tout ce qui est positif et ce qui est négatif, travaillons-y sans rejeter la totalité de ce qui est très bénéfique à notre pays en termes de croissance, en termes de finances et en termes d'emploi. Regardez aussi ce qui se passe sur les céréaliers avec l'Ukraine, c'est très compliqué. Vous avez des céréaliers français qui sont des grandes exploitations, mais qui ont en face des grands exportateurs, oui, bien sûr. Des énormes exportateurs. Alors sur les céréales, on a réagi puisque la Commission européenne sur l'agriculture avec l'Ukraine a pris un certain nombre de décisions, notamment d'ores et déjà de mesures de sauvegarde automatique sur le sucre, sur la volaille et sur l'œuf. C'est-à-dire en gros, si jamais il y a des importations trop importantes, automatiquement seront mis en place des tarifs à partir d'un certain niveau. Et en ce qui concerne les céréales, là aussi, la Commission va s'engager très clairement pour mettre en place des mesures de sauvegarde s'il y a une déstabilisation du marché des céréales. Oui, elle existe, mais bon. Non, attendez, il y a une déstabilisation dans les pays limitrophes. Aujourd'hui, sur l'Union européenne, c'est pas vrai. Si jamais ça devait exister, la Commission prendra des mesures de sauvegarde. Un mot, est-ce que vous avez le chiffre du mois de janvier pour le déficit du commerce extérieur, sachant que l'année 2023, ça a été mieux, mais ça reste quand même catastrophique. Vous avez... Ça reste... Alors, sur l'année 2023, il y a une nette baisse, notamment parce que le coût de l'énergie et des importations de l'énergie s'est amélioré. Et donc, pour autant, il y a encore des efforts à faire. Il faut toujours regarder, pas que les commerces de biens, mais il faut regarder aussi le commerce des services et les revenus des investissements qu'on fait à l'étranger, parce que la balance des paiements, qui est en amélioration, qui est à moins 33 milliards, donc elle est encore mauvaise. Donc il faut travailler. Il faut travailler en accompagnant le maximum d'entreprises à l'international, en continuant d'améliorer la compétitivité et l'attractivité du pays. Justement. Et en envoyant ce message de mobilisation
général des acteurs économiques dans le déploiement à l'international et en arrêtant d'imaginer que c'est en refermant nos frontières, nous Français ou nous Européens, qu'on va relever les défis économiques de demain. Justement, je crois que vous étiez du reste cet après-midi à l'American Chambers qui sortait son 24e baromètre sur l'AmCham, 24e baromètre sur l'attractivité de la France ou pas. On voit qu'il y a un sentiment un peu mitigé des investisseurs américains. Ils continuent à plébisciter la France comme le meilleur pays au sein de l'Europe, mais en même temps, on voit que le contexte économique qui s'est amélioré, plus 33% pensent qu'il s'est amélioré, mais ils sont 32% à trouver que ça s'est détérioré. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations sur le coût du travail. Comment est-ce que vous interprétez-vous ce baromètre? D'abord, vous l'avez dit, une satisfaction, c'est que la France est 33, toujours... 32. Oui, mais toujours à la fois dans le nombre d'investissements sur son sol et de la perception des acteurs économiques internationaux, le pays le plus attractif d'Europe. Ouais. Ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de toutes les réformes qui ont été faites par le président de la République depuis 2017 pour améliorer le climat des affaires. Et on va continuer en matière de fiscalité, en matière d'investissement dans l'innovation, la recherche, en matière de simplification. Et c'est là où il y a beaucoup à faire. C'est le point le plus saillant de cette étude, de ce baromètre, c'est qu'on est encore trop compliqué en France. Il faut qu'on simplifie. C'est le mot d'ordre du Premier ministre, simplification, simplification, simplification. Vous savez qu'il y a un projet de loi de simplification qui va être présenté dans quelques temps par Bruno Le Maire. Une deuxième loi sur l'industrie verte pour raccourcir notamment les délais pour pouvoir investir dans la décarbonation de notre industrie. Il faut simplifier. Moi, je suis en train de préparer un plan spécifique de simplification de la vie des exportateurs. Il faut qu'on simplifie nos démarches administratives. Il faut qu'on simplifie les normes. Il faut qu'on garde l'ambition en matière sociale, l'ambition en matière environnementale, mais qu'on fasse confiance aux acteurs économiques. Et ça, c'est la priorité des priorités pour notre gouvernement. Franck Riester, toute dernière question. Vous rentrez d'Abu Dhabi où se tenait justement une réunion des ministres du Commerce sur l'OMC. L'OMC est un peu en mort clinique. On voit qu'elle est complètement bloquée, notamment à cause des Américains. Il faut appeler un chat un chat. Vous avez le sentiment qu'un jour, elle pourra de nouveau régler les contentieux ou, comme vient de le dire le ministre du Commerce américain, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, il y a beaucoup de travail à faire. C'est plus bloqué. Depuis la nomination de la nouvelle directrice générale de l'OMC, la docteure Ngozi Okonjo-Iweala, il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Il y a 2 ans, à Genève, il y a eu déjà des premiers progrès dans les discussions. On a réussi à avoir des accords sur la pêche, par exemple. On a remis en place un groupe de travail pour réussir à remettre en fonction le règlement des différends de l'OMC. Et donc, c'est long, c'est difficile. Vous voyez bien qu'il y a de plus de tensions géopolitiques. Mais parce qu'il faut faire la démagogie. Ça permet de mettre sur la table multilatérale des sujets qui touchent au business sur la totalité du globe. Il faut qu'on puisse avoir ces lieux d'échange, de discussion sur la politique industrielle et les subventions qui sont faites par certains pays. Je pense à la Chine, par exemple. Il faut qu'on puisse avoir des règlements des différends pour pas que ça soit une guerre commerciale entre pays, mais qu'il puisse y avoir un règlement international aux conflits qu'il peut y avoir commerciaux entre tel ou tel acteur économique ou tel pays. C'est la clé pour la croissance mondiale et on va continuer, nous Français, de mobiliser toute notre énergie pour trouver des solutions d'amélioration du fonctionnement de cette OMC. Franck Riester, plein d'énergie en tous les cas. Il faut. Il faut, si on veut essayer de rétablir le commerce extérieur. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu nous voir tout de suite. L'info éco.